Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie avec les étudiants du groupe Osons l'Industrie de vous retrouver pour cette nouvelle saison des lives IMT pour l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et je coordonne ce projet interécole qui réunit plusieurs étudiantes et étudiants de nos différents campus afin d'explorer une gamme variée de sujets liés toujours évidemment à l'industrie qui englobe à la fois des aspects technologiques et les enjeux organisationnels et managériaux. Alors, nous allons aborder ce soir un sujet particulièrement intéressant puisqu'il nous concerne tous. Il s'agit de la santé du futur ou la santé 4.0 avec cette interrogation. Avec quelle intersection des données de la médecine et de l'industrie? On le sait, la santé du futur, elle repose beaucoup sur l'intégration des données médicales, industrielles, qui combine des technologies comme l'intelligence artificielle, l'IoT, on peut aussi évoquer d'autres technologies pour aussi bien optimiser des diagnostics, des soins personnalisés qui répondent finalement tous à un besoin d'efficacité des systèmes de santé. Alors, pour explorer ce sujet assez vaste, avec moi ce soir, donc trois étudiants qui vont se présenter. Je vous laisse chacun de vous un petit temps pour vous présenter à nos invités et à notre public. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Maxime Cascade, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur spécialité énergie et environnement à l'IMT Nord-Europe à Douai. Inès, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. C'est Inès, je suis en troisième année à l'IMT Alès en alternance en informatique et réseau. Et Emma, à toi. Merci Inès. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Je suis étudiante en troisième année à IMT Atlantique sur le campus de Nantes, mais je suis actuellement en double diplôme à Londres dans un master en Sustainable Energy Futures. Et voilà. Donc, Nous avons également le plaisir de recevoir ce soir donc, cinq invités pour traiter de ce sujet. Nous avons avec nous donc Shafia Amitouche, qui est enseignante-chercheur à IMT Atlantique, Anthony Fleury, qui est enseignant-chercheur à IMT Nord-Europe, Thierry Garret, enseignant-chercheur à l'École des mines de Saint-Étienne, qui est également responsable du département I4S pour ingénierie des systèmes de soins et des services de santé. Nous avons également avec nous Nicolas Villain, qui est directeur de site pour Philips Health Tech Innovation à Paris. Nous avons Guillaume Faki, qui est fondateur et PDG d'OpenCare Lab. Alors, avant de démarrer nos échanges, je voulais également inviter celles et ceux qui sont avec nous à distance à bien poser leurs questions au fur et à mesure du passage des différents invités, de manière à ce qu'en fin d'émission, nous puissions répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, sans tarder, je passe donc la parole à Inès pour pouvoir interroger Shafia Amitouche dans le cadre d'une petite capsule introductive de ce sujet. À toutes les deux. On va tout de suite attaquer et je vais me tourner vers Madame Shafia Amitouche. Donc, vous avez une vision assez unique de la médecine et de la santé du futur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre vision à vous de cette santé du futur, de l'impact de la technologie par rapport à cela, ainsi que du rôle de l'IMT dans le développement des compétences et métiers d'avenir? Merci Martine pour cette introduction et merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de la médecine de demain en mettant ensemble les différents acteurs industriels, académiques et étudiants. Donc la médecine et le domaine de la santé en général évoluent sous l'influence des innovations technologiques et du numérique. Ces innovations sont certes le résultat de valorisation
de travaux de recherche qui sont développés dans des laboratoires de recherche soit académiques, soit industriels. Et donc, comme vous l'avez souligné, même si je suis moi-même chercheur, j'ai choisi aujourd'hui de parler de l'importance de mettre en place des formations d'ingénieurs dans le domaine de la santé, préparant ainsi cette médecine du futur, cette médecine de demain. Alors, on est tous conscients que les nouvelles technologies et le numérique contribuent de manière significative à la médecine de demain, qui sera préventive, prédictive, personnalisée, participative et avec des preuves. Donc, on parle de médecine 5P aujourd'hui, mais demain, on parlera certainement de médecine 6P, 7P, etc. Donc, je vous propose de regarder tout d'abord, donc je vais partager euh, une présentation. Donc, comme vous le voyez, j'ai intitulé ma présentation Former des ingénieurs, acteurs de la médecine du futur. Donc, je vous propose tout de suite de regarder ensemble ce parcours de soins de la médecine du futur et d'extraire les éléments pertinents qui vont nous servir à la construction de formations d'ingénieurs qui seraient très pertinentes. Donc, tout d'abord, le point de départ, c'est le patient qui exprime un problème de santé et on lui prescrit, donc le clinicien lui prescrit un certain nombre d'examens sous forme d'images, de signal ou d'analyse biologique. Ensuite, grâce au développement de la modélisation, de la fusion d'informations et de l'intelligence artificielle, il est possible d'extraire de manière pertinente les éléments ou l'information qui va nous servir à poser un diagnostic précis et d'orienter ce patient vers l'action thérapeutique la mieux adaptée. Alors, si on se place dans le cadre d'une action thérapeutique interventionnelle, donc type chirurgie par exemple, aujourd'hui, les avancées concernent les trois phases de la procédure. La phase préopératoire avec une planification optimale et personnalisée donc du geste. La phase péropératoire avec un guidage euh, interventionnel précis, minimalement invasif, sécurisé du geste et une phase post-opératoire avec un suivi personnalisé et participatif grâce en particulier à l'utilisation de capteurs embarqués. On parle alors par exemple, d'un plan connecté. Et voilà, donc ils vont nous permettre, comme j'ai dit, un suivi personnalisé et post-opératoire et une surveillance personnalisée du patient après l'intervention. Alors, si on regarde ce parcours de soins, on voit que le long de ce parcours de soins et à condition, comme le précisent si bien les industriels, d'avoir une certaine interopérabilité des différents systèmes qui sont utilisés, eh ben, on accumule des données qu'il va falloir stocker, qu'il va falloir sécuriser et gérer. Et ceci va nous permettre ensuite de les exploiter aussi bien par les industriels que par le patient ou voilà, des épidémiologistes, par exemple. Donc, les formations que nous mettons en place nous insistons précisément sur les différents aspects de ce parcours de soins. Donc, du capteur à l'analyse des données de santé, en passant par le traitement de l'information, incluant bien sûr de plus en plus les approches basées sur l'intelligence artificielle, le système d'information de santé, et la cybersanté, les aspects éthiques, les aspects réglementaires et les aspects économiques. Tout cela pour avoir donc arrivé à un diagnostic optimal personnalisé, une action thérapeutique précise, minimalement invasive, personnalisée et prédictive, dans le sens où on connaît pendant l'intervention les conséquences d'un geste, conséquences post-opératoires d'un geste, préparant ainsi ce qu'on appelle les environnements interventionnels du futur. Un suivi du patient personnalisé et participatif,
l'exploitation des données euh, pour une meilleure prévention, un meilleur diagnostic, une action thérapeutique et un meilleur suivi du patient. Et enfin, un parcours de soins optimal guidé par la donnée de santé. Donc, si on suit un petit peu ce principe, les ingénieurs qui seront formés de cette manière vont développer des compétences techniques et managériales qui vont leur permettre d'appréhender au mieux ce secteur de la santé qui est en constante évolution et être des acteurs de la médecine du futur et être aussi force d'innovation. Donc, dans ce cadre et dans ce contexte, et nous concernant, on a développé, on a mis en place un certain nombre de formations que j'aimerais mettre en avant ici. Tout d'abord, celle à l'échelle de l'IMT Atlantique, avec la mise en place depuis 2019 d'une thématique d'approfondissement ingénierie de la santé qui comprend trois colorations, une coloration technologie de la santé, une coloration management de la santé et une coloration nucléaire pour la santé. Ensuite, une autre action que j'aimerais souligner ici, c'est au niveau de régional, au niveau de la région Bretagne, la mise en place depuis 2021 d'un double diplôme médecin-ingénieur dans le cadre d'une convention de partenariat entre IMT Atlantique et la faculté de médecine de Brest, donc de l'UBO, donc Université de Bretagne occidentale. Et depuis très peu, depuis euh, moins d'un an, donc à l'échelle nationale, avec un projet, donc comme je l'ai dit, d'envergure nationale, le projet NSM5P, qui est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir en santé numérique, dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique France 2030. Voilà. Alors, je vais peut-être poursuivre en parlant un petit peu de ce projet NSM5P. Donc, NSM5P comme formation en numérique pour la santé et la médecine 5P par l'innovation. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet lauréat de l'AMI CMA Santé numérique et qui a démarré en avril 2023. Alors, dans ce projet est constitué d'un consortium de 12 partenaires. Il est piloté par l'Institut Mines Télécom, impliqué dans l'Institut Mines Télécom la direction générale et 6 écoles, donc IMT Atlantique, Mines Saint-Étienne, Mines Alès, Télécom Sud Paris, IMT Business School et IMT Nord-Europe. Donc, dans ce partenariat, il y a 5 organismes de formation et d'accompagnement. 7 acteurs économiques, entreprises et groupements de professionnels qui contribuent dans le cadre de ce projet par moment, donc parfois à l'enseignement même, au montage de contenu de formation. Et le projet est soutenu par la région Bretagne et un certain nombre d'acteurs nationaux de la santé numérique. Alors, ce projet vise à répondre à 3 enjeux structurants qui ont été identifiés par la filière santé numérique. Alors, c'est quoi ces 3 enjeux structurants? Former au pilotage du système de santé par la donnée, placer l'innovation au cœur des formations en santé numérique et former à l'accompagnement du changement. Alors, dans ce cadre et en concertation avec l'ensemble des partenaires, nous allons mettre en place un dispositif de formation qui va être constitué donc d'un master spécialisé en santé numérique, d'un certain nombre de modules certifiants de formation continue. Nous allons également renforcer des parcours existants dans les écoles IMT et nous allons mener des actions de sensibilisation. Alors, du fait pour déployer un tel dispositif donc, au niveau national, certaines innovations pédagogiques sont prévues, en particulier des contenus de formation tous sous forme numérique pour pouvoir les dispenser aussi bien de manière en présentiel ou de manière hybride ou alors carrément en asynchrone.
Et pour avoir une immersion dans les structures hospitalières, par exemple, nous avons prévu l'utilisation d'une plateforme de réalité mixte qui est dédiée à la formation en santé à distance, euh, déjà utilisée dans le domaine, par exemple, de la neuroradiologie interventionnelle et des expérimentations en Living Labs. Donc, pour revenir un petit peu à notre parcours de soins, et après une année de travaux collaboratifs, nous avons proposé une maquette pédagogique pour le projet NSM5P qui est composé d'un certain nombre de blocs de compétences conformes à un référentiel de compétences qui a été établi dans le cadre de ce projet. Donc, comme vous le voyez, il y a 5 blocs de compétences, deux qui peuvent être considérés comme un tronc commun, donc l'acquisition de la culture santé et le socle technique de prérequis techniques nécessaires, et puis une spécialisation, donc via 3 autres blocs de compétences. Et comme un des objectifs, c'est vraiment se focaliser sur l'innovation, eh bien, il y a un bloc de compétences gestion de l'innovation en santé qui est également prévu dans ce cadre. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, merci Madame Amitouche pour cette présentation. Et tout de suite, je donne la parole à Maxime pour la suite de ce live. Merci Inès. Nous allons passer à notre prochain intervenant, Monsieur Anthony Fleury. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IMT Nord-Europe. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail, s'il vous plaît? Bonjour à tous, donc Anthony Fleury, je suis enseignant-chercheur à IMT Nord-Europe. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'enseignement de recherche et d'innovation en système numérique, le CERISN. Et plus principalement, je suis animateur de l'équipe Humain Interaction Décision où on travaille sur tout ce qui est données autour de l'humain et ce qui est ma thématique de recherche, tout ce qui est la donnée autour de l'humain pour la santé, pour l'autonomie, mais aussi pour la formation, pour d'autres choses, tout ce qui a trait à l'humain en fait. Voilà. Merci pour cette présentation. Vous avez également pris part à un projet de ceinture connectée anti-chute. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations à ce sujet? Oui, en fait, donc on travaille dans le cadre d'une thèse CIFRE, donc une thèse de doctorat en collaboration entre une entreprise et un laboratoire de recherche. Euh, et dans cette thèse, en fait, l'idée, c'est de travailler sur un dispositif qui permettrait de réduire les conséquences d'une chute. Donc, ça ne va pas empêcher la chute, forcément, c'est impossible. Par contre, on va essayer de réduire les conséquences et notamment la conséquence la plus dérangeante qui fait que souvent les personnes perdent en autonomie ou autre, ça peut être la fracture de la partie haute du fémur, d'un côté ou de l'autre. Et donc l'idée de cette ceinture, c'est de déployer un airbag qui permettra de se déployer et de protéger cette partie haute du fémur. Alors, ce type d'airbag, ça existe déjà pour les motos, pour l'équitation, etc., qui sont des problèmes peut-être un petit peu plus simples à régler, puisque là, dans notre cas, en fait, les chutes sont plus molles, plus douces, etc., comparé à une chute à moto où la différence est vraiment spectaculaire. Et donc l'idée, beaucoup des travaux de recherche qui avaient été faits précédemment se basaient sur la détection de la chute en elle-même, c'est-à-dire que en gros, on détectait une accélération puis un impact à la fin. Là, par contre, ce que l'on veut, c'est que lorsque la personne va toucher à terre, on ait un airbag qui soit déclenché soit d'un côté, soit de l'autre. Pour faire ça, ce qu'il faut détecter, c'est pas la chute en elle-même, c'est l'instant avant la chute, de telle manière à se laisser assez de temps pour que l'airbag se gonfle,
et que la personne soit en sécurité une fois arrivée à terre. Et donc, ce type de travaux, en fait, c'est des collaborations entre la start-up qui s'est montée en 2020 et qui nous a contactés en février 2020 pour l'occasion, entre la start-up et deux laboratoires de recherche, donc IMT Nord-Europe et un laboratoire à Aix-Marseille Université. Et l'idée, donc, c'est de travailler sur tout ce qui est algorithmie à l'intérieur de la ceinture pour pouvoir détecter au mieux cette préchute avec des algorithmes d'apprentissage artificiel, statistique. Très bien. Et c'est un produit qui existe, du coup? Et donc, c'est un produit, en fait, la ceinture, enfin, la thèse plutôt. Mm. La thèse va être soutenue d'ici février prochain, le temps de finir la rédaction du manuscrit, de convoquer un jury, etc. Par contre, le produit en lui-même est déjà commercialisé. Il a été testé sur une population en EHPAD. Tout le but des travaux de recherche, ça a été justement de développer l'algorithmique et aussi de faire les protocoles cliniques, les tests en EHPAD, etc., etc. Donc, ça a été testé en EHPAD, d'abord sans les airbags, puis avec les airbags. On a des résultats sur un peu les caractéristiques des chutes qui sont bien détectées, etc. Et une fois qu'on a tout ça, le produit a pu commencer à être commercialisé. Alors, de mémoire, ils ont commencé à commercialiser vers mai-juin 2024, il y a Donc, 4 mois, quoi. tout à fait. Bon, bah, Merci pour votre réponse. Et pour mettre un peu les élèves d'IMT Nord-Europe à l'honneur, vous faites partie vous organisez plusieurs projets avec les élèves en première année d'école d'ingénieur, notamment avec le CHU de Lille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors en fait, historiquement, il y a un de nos étudiants qui était en première année de cycle préparatoire, première et deuxième année de cycle préparatoire, qui connaissait quelqu'un, un cardiopédiatre du CHU de Lille, et qui a commencé à travailler avec lui sur un projet. Et en fait, ça nous a permis de lancer des projets, donc de lancer ce projet après sous forme d'un projet étudiant sur toute l'année de première année de cycle ingénieur et de lancer après d'autres projets. Et donc l'idée de ce cardiopédiatre, il a une formation d'ingénieur. Avant de faire ses études de médecine, il a été diplômé d'IMT Atlantique, qui fait des cursus, qui fait une passerelle vers le diplôme, enfin, vers les études de médecine à partir de ses études d'ingénieur pour quelques étudiants tous les ans. Et donc, une fois enfin, avec ses connaissances scientifiques et ses connaissances techniques, en fait, il fourmille beaucoup d'idées sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le quotidien à l'hôpital. Le premier projet qui avait été lancé, c'était un projet sur le mécénat de chirurgie cardiaque où l'idée c'était de travailler sur un petit dispositif avec un Raspberry, qui sont des petits ordinateurs portables qui coûtent pas très cher, de travailler sur un petit dispositif qui permettait de se connecter à un échographe cardiaque qui sera envoyé dans des pays en voie de développement de telle manière à ce que l'imagerie soit partagée de manière de meilleure qualité, puisque actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des imageries, ils les envoient possiblement en photo pour voir et décider quel enfant a le plus besoin à un moment donné d'une chirurgie et quel est le moment idéal pour envoyer l'enfant en France pour cette chirurgie. Et donc l'idée là, c'était de se connecter directement à l'échographe pour pouvoir partager les images cette fois-ci et avoir quand même une meilleure qualité. Et donc, bah, nos étudiants à la fin ont réalisé ce petit dispositif sous forme. Donc, au début, l'étudiant qui avait le contact avec le chirurgien a commencé tout seul. Puis, il a trouvé un groupe d'étudiants pour le suivre. Et à la fin de l'année de première année de cycle ingénieur, ils ont réussi à sortir une solution qui permettait d'envoyer des images.
À la suite de ça, en fait, on a le chirurgien a proposé d'autres projets et donc il en propose un ou deux tous les ans, possiblement qui se prolongent d'une année sur l'autre aussi. Par exemple, cette année, enfin l'année scolaire dernière, a été proposé la réalisation d'un dispositif complémentaire à un dispositif qui permet de la rééducation respiratoire pour les enfants. Et donc, les étudiants ont réalisé un dispositif complémentaire qui permet de s'accrocher sur ceci et rendre l'exercice un peu plus ludique, tout en respectant le fait que c'est un dispositif médical à l'origine, qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas l'ouvrir, etc., etc. Et donc, par exemple, ce projet-là, sur la première année, les étudiants sont arrivés avec une super idée de design, etc. Ils ont réalisé la partie électronique, mais il manque encore des choses. Donc, le projet va être continué une deuxième année pour le finaliser, et ainsi de suite. Et cette année, donc en plus de celui-là, ils proposent un autre projet sur un dispositif qui s'intégrera à l'hôpital. D'accord. Et est-ce qu'au final, l'ensemble de vos étudiants qui participent à l'ensemble de ces projets, est-ce qu'ils en voient aussi la réalisation, la matérialisation concrète, hein, où ça reste voilà, encore à développer une solution, mais qui ne trouve peut-être pas tout de suite une expression dans le concret, en fait, hein. Alors, ça trouve dans le concret, puisque, par exemple, pour le premier cas de la chirurgie cardiaque, ils ont eu, après coup, des résultats de tests qui ont été faits sur le terrain. Mm, Donc voilà, après, sur certains autres projets, c'est plus compliqué, forcément, puisque mm, bah, soit ça reste des dispositifs qui vont être utilisés de manière, on va dire, anecdotique, c'est-à-dire sur l'hôpital de Lille, mais pas déployés au niveau national. Et en plus, comme ça fait pas non plus beaucoup de temps que cette collaboration existe, voilà, pour l'instant, il faudrait peut-être un petit peu plus de temps pour développer un peu tout ça. Et la grosse difficulté aussi, c'est par exemple pour ce qui se met sur le dispositif d'entraînement pour la respiration, c'est de convaincre aussi l'industriel qui fait ce eh oui, dispositif que, il aurait un intérêt à prendre cette solution-là en plus pour son dispositif à lui. c'est clair. Ce qui est compliqué parce que forcément, il a des contraintes de prix, de distribution, de validation, etc., etc. Euh, le chirurgien, la kiné qui travaille avec lui, etc., trouve que c'est une bonne solution. De là à ce que ça devienne une solution industrielle, c'est toujours le passage qui est compliqué entre les deux. C'est clair. Mais en tout cas, c'est un très bon exercice et c'est une bonne modalité d'apprentissage quelque part pour les concernés par Et cette ces thématique. projets-là, en première année chez nous, peuvent avoir Mm, beaucoup, beaucoup oui, d'applications différentes. Ça peut être des projets, on a eu des projets avec la mairie, on a des projets où ils vont dans des lycées, dans des collèges, dans des écoles pour sensibiliser à certaines choses ou des choses comme ça. mm. Mais c'est vrai que quand on regarde le choix des projets en début d'année, les projets qui sont en lien avec la médecine et le monde La santé en médical général, oui, attirent beaucoup plus aussi. oui. Voilà, Parce que ça touche peut-être un peu plus de manière universelle exactement, tout le monde quelque part. Mm. exactement. Merci beaucoup pour cette interview. Je laisse la parole à Inès pour passer à notre prochain invité. Donc, à présent, nous accueillons Monsieur Thierry Garret. Et donc, vous êtes enseignant à l'école des mines de Saint-Étienne au sein du département GIH-CIS. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer plus en détail les principaux objectifs de ce département? Thierry Garret, je suis enseignant-chercheur à l'École des mines de Saint-Étienne et au LIMOS, laboratoire UMR CNRS. Donc merci pour l'invitation pour ce live.
Donc, je suis chef de département ingénierie de système de soins et services de santé. Euh, c'est un département, on est 8 enseignants-chercheurs. Moi, j'y travaille depuis à peu près 13 ans. Et on a pour vocation à faire de la recherche appliquée dans le domaine de la santé. Et donc, toutes nos activités enseignement et recherche sont sur le domaine de la santé. Et l'idée générale, c'est d'appliquer des méthodes qui ont fait leurs preuves dans l'industrie, les méthodes de génie industriel, et de voir comment on peut les appliquer dans le domaine de la santé, qui a ses propres spécificités. Donc, nous, on développe plutôt des méthodes, des modèles mathématiques, des méthodes quantitatives, avec de l'optimisation, de la décision, la simulation en sciences des données. Et on essaye de voir comment adapter ça pour améliorer la prise en charge des patients, la gestion des ressources médicales, sachant que dans le domaine de la santé, il y a une grande variété des traitements des patients différents comparé à des gammes de produits dans l'industrie traditionnelle. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, on a des critères de performance qui sont spécifiques, hein, puisqu'on veut améliorer la qualité de soins, avoir quelque chose d'équitable au niveau d'un territoire. Donc tout ça, ça donne des problèmes mathématiquement de nature différente. Alors, on a des axes un peu de travail en ce moment sur les territoires de santé euh, qu'on développe à travers l'analyse de parcours de soins ou du jumeau numérique. On a toujours on traite des problèmes spécifiques de planification du personnel, planification des rendez-vous, et puis le suivi, le contrôle de flux logistique de patients. Donc, on s'inscrit dans un peu les recommandations et la dynamique de refonte du système de santé. Donc, on parle de médecine 5P, 6P maintenant. Il y a même la 7P. Donc, je vais rapidement. Donc, il y a personnalisé, préventif, prédictif, participatif, pertinent, basé sur des preuves. Et puis le 6P, c'est pluriprofessionnel, parcours de soins. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce que c'est lié à l'organisation. Et nous, on travaille à essayer d'améliorer l'organisation du système de santé. Donc, je vais illustrer ça avec petits exemples, très rapidement, pour donner un peu une idée plus précise de ce qu'on peut faire. Je vais partager mon écran. Donc, en fait, nous, on travaille, on a la chance à Saint-Étienne de travailler sur le site de l'hôpital universitaire, donc où on est en contact avec les vrais personnels, les patients, et puis bon, on est une équipe de chercheurs avec dans différents domaines, hein, il y a pas que notre équipe. Euh, et puis, actuellement, l'hôpital est avec la santé 4.0, puis maintenant 5.0 qui essaye de mettre un peu plus d'humain. On est dans l'ère, ce j'appelle moi l'hôpital connecté, avec des applications mobiles qui sont utilisées, des gros data centers qui stockent énormément de données de santé, des robots qui peuvent permettre de faire des chirurgies à distance ou aider le chirurgien. Dans les sous-sols, vous avez des véhicules autonomes qui assurent une partie de la logistique. Alors, suivant les hôpitaux, c'est plus ou moins avancé, mais en tout cas, on va vers ça. Et nous, dans mon équipe, on travaille ce qu'on a appelé, nous, l'hôpital virtuel. C'est essayer d'avoir un modèle. Donc, maintenant, c'est le terme jumeau numérique qui a pris le dessus, et pas hôpital virtuel, mais c'est un peu l'idée d'avoir des modèles mathématiques qui permettent de représenter la logique des services à l'hôpital, des flux, que ce soit logistique ou de patients, et qui permettent de simuler pour analyser les éventuels dysfonctionnements ou blocages et tester des solutions d'amélioration avant de les tester in situ, de pouvoir les tester, comme on dit, in silico. Et donc maintenant, avec la mouvance et l'apparition IoT, capteurs, toutes ces technologies, ces modèles de simulation, on peut les connecter en direct avec le système physique. Donc là, c'est un peu ce que je vais montrer. Là, la chose la plus avancée qu'on ait, c'est sur le service des urgences de Saint-Étienne, qui est représenté là, dans cette vidéo, sur ce modèle. Et donc là, on a un suivi un peu temps réel de ce qui se passe, parce que notre modèle de simulation, grâce aux capteurs, à certains capteurs qui sont sur le système d'information ou des traceurs sur des brancards ou autres, il se met à jour et il colle au maximum à la réalité. Et il garde aussi euh, ces fonctionnalités qui permettent aux responsables de se dire, tiens, si aujourd'hui
j'ai l'impression que ça déraille un peu, il y a beaucoup d'attentes ou autre. Il peut arrêter le suivi et se mettre en mode simulation et voir si, estimer si dans les 2 heures, les 4 heures à venir, est-ce que ça va s'améliorer, se résorber, la file d'attente. Au contraire, ça va s'aggraver. Et à ce moment-là, il peut se dire, ben, prendre des décisions. Ouais, je vais déplacer un infirmier, changer d'activité et voir si cette décision, resimuler et voir si cette décision, elle permet bah, d'améliorer la situation dans les heures à venir. Donc voilà un petit peu les types d'outils de décision, euh, utilisant de la technologie, les données, les capteurs qu'on essaye de développer, de mettre en place. Donc là, nous, ce qu'on développe au niveau recherche, c'est des preuves de concept. Et après, on essaye de les industrialiser vers des partenaires. Voilà un petit peu une illustration de ce qu'on fait dans mon équipe. Merci, Monsieur Garé. Je laisse Maxime avec vous pour la question suivante. Merci Inès. Monsieur Garé, quel lien pourrait-on avoir avec les outils que vous nous proposez et l'industrie en général, les nouvelles technologies? Bah, nous, on travaille tout d'abord, avant les outils, il y a toute une méthodologie qui vient de l'industrie, une rationalisation de la gestion. Alors, c'est arrivé aussi notamment en logistique, on a pas mal travaillé en logistique, sur le contrôle des flux. Et puis, bah, maintenant, alors, il y a aussi les contraintes budgétaires qui ont un peu poussé là-dessus, mais une gestion des ressources qui se veut plus rigoureuse. Alors, parfois avec des problématiques liées à, à- à vouloir guider par la performance quand on se cale trop sur l'industrie, alors qu'il faut arriver à laisser l'humain au milieu. Donc il y a quand même des difficultés, mais il y a quand même des choses qui, en termes euh, de régulation, bah, tendent à améliorer quand même le fonctionnement des systèmes, de toute façon avec des ressources qui sont assez contraintes et certaines demandes avec le vieillissement de la population qui ne font qu'augmenter. Donc, il faut bien arriver à faire face. Alors, parfois, la technologie peut aider, hein. On pense par exemple à la télémédecine ou autre par rapport aux déserts médicaux. Mais pas que. Parfois, il y a aussi l'organisation, une meilleure coordination, meilleure circulation des informations, des données qui permettent d'améliorer la prise en charge. Donc, il y a des solutions technologiques qui permettent des avancées. Alors, parfois, on pense qu'à des choses de pointe, hein. On va faire des robots plus fins ou de la meilleure imagerie sur de la chirurgie de pointe. Mais il faut penser aussi à toute la médecine de tous les jours, où là aussi, il y a des déficits dans le médico-social. Et là, on peut aider sans forcément penser à la technologie de pointe sur des chirurgies de pointe. Merci pour cette réponse. Je laisse la parole à Emma pour la dernière question. Merci Maxime. Alors, Monsieur Thierry Garret, on parle beaucoup de technologie, des espoirs qu'ils peuvent nous donner, mais quel regard critique peut-on vraiment apporter sur ces promesses de la santé 4.0, du futur qu'elle nous promet? Alors, enfin, comme je l'ai dit, je travaille uniquement dans le domaine de la santé. Donc, je connais assez le contexte. Il y a deux écueils qu'on peut avoir quand bah, des collègues à l'hôpital voient ce qui se fait, par exemple, chez Amazon ou autre, et se disent, bah, tiens, on va avoir la même chose avec un contrôle automatique tous les flux, que ce soit patients, logistique, des drones qui vont faire des livraisons, enfin, ce genre de choses. Donc, il y a un peu des attentes. Il y a deux écueils que je vois particulièrement. Il y a un premier qui est que les succès qu'on voit un peu sur certaines technologies de pointe qui arrivent sont sur des systèmes qui sont déjà très cadrés, très rationalisés, avec un niveau de numérisation qui est déjà élevé. Et dans la plupart des hôpitaux, ce n'est pas le cas. On a déjà des difficultés. La plupart des hôpitaux, ils ne sont même pas capables de dire combien ils ont de lits disponibles tel jour. Donc, il y a un décalage et pour avoir le bénéfice des dernières technologies, il faut déjà avoir l'organisation qui soit prête à le recevoir, le système d'information qui soit prêt. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il peut y avoir des déceptions parce que finalement, ça ne va pas marcher. On achète le dernier truc à la pointe, mais en fait, on n'est pas prêt. Donc, il y a ce premier écueil à éviter. Ensuite, il y a,
comme je l'ai déjà dit, dans le domaine de la santé, c'est particulier parce qu'il y a une forte hétérogénéité. Tous les patients sont quand même différents. Le poids de la décision médicale est importante. Donc, on n'a pas des processus qui peuvent être déjà standardisés pour tout le monde. Et donc, les solutions technologiques doivent être adaptées pour intégrer la décision des médecins, du patient, le comportement et laisser de la liberté. Et donc ça, c'est pas toujours le cas quand ces technologies, souvent, elles sont pensées sur des cas un peu plus simples, très mécaniques. Donc, il y a voilà, les deux écueils. Le troisième, et ça c'est général de partout, c'est de bien réfléchir à je vais acheter mon jumeau numérique ou mon nouveau système des drones, ça va me coûter tant, c'est un peu il y a le côté nouveau joujou. Maintenant, quelle va être la plus-value en termes de soit d'économie, l'impact écologique ou de qualité de soins pour les patients ou de conditions de travail pour le personnel. Donc, ça, il faut partir des besoins et pas se dire, tiens, j'ai une nouvelle techno, je vais l'acheter, puis je verrai bien ce que je vais en faire. C'est quelque chose qui arrive, hein, malheureusement. Merci, Monsieur Thierry Garret, pour cette intervention. Je vais maintenant interroger notre avant-dernier intervenant, Monsieur Nicolas Villain. Euh, Merci d'être ici avec nous. Peut-être vous pourrez commencer par une petite présentation de votre activité, de votre rôle, de votre entreprise. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je me présente, Nicolas Villain, je suis responsable du site de Philips qui s'appelle Health Technology Innovation Paris, donc qui est situé à Paris et qui regroupe vraiment uniquement des activités de R&D autour de la donnée de santé, l'intelligence artificielle et aussi tout ce qui est cybersécurité lié à ces données. Donc, c'est un centre avec à peu près 200, 220 chercheurs R&D dans ces domaines-là. Et au sein de Philips, je suis aussi un peu responsable de ce qui concerne les collaborations scientifiques avec évidemment les hôpitaux, parce que c'est nos partenaires privilégiés, mais aussi les universités, les instituts de formation avec qui on travaille. Donc je suis responsable pour la France, mais comme Philips est un groupe international, je fais aussi la liaison avec le reste de Philips. Et les activités de Philips, parce qu'on connaît la marque Philips, mais aujourd'hui, vraiment, le groupe Philips s'est recentré sur la santé. Donc, nos activités, c'est vraiment la santé principalement professionnelle, donc tout ce qui est imagerie médicale, scanner, IRM et échographie, radio-interventionnelle, mais aussi ce qui est monitorage des patients, les appareils voilà, qui suivent les constantes des patients dans les hôpitaux et l'exploitation de la donnée qui va avec, et tous les systèmes informatiques, justement, dans les hôpitaux et autour des systèmes pour exploiter ces données. Et il reste une toute petite partie grand public qu'on appelle un peu hygiène, qui est le rasage, les brosses à dents et la gamme de périculture, la marque Aven, par exemple, que vous connaissez peut-être. Le reste sont des marques qui ont été disons, cédés et qui sont exploités par d'autres groupes plus spécialisés sur voilà, l'électronique ou l'éclairage. Récemment, c'était ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment concentré sur la santé. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous parlez justement dans votre activité, vous collaborez avec énormément euh, d'opérateurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces collaborations, sur ces interactions entre les différents opérateurs de formation? Oui, alors en effet, on travaille avec différentes instituts de formation ou différents aussi labos universitaires. D'abord pour des projets de recherche, en effet, qui sont attachés par exemple au site de Paris, euh, par exemple dans le cadre de thèses CIFRE ou de thèses en collaboration avec des hôpitaux et les universités de recherche. Donc c'est important cette collaboration, hein, vraiment la santé du futur, c'est vraiment une collaboration à trois, je pense, entre disons, les industriels, le monde académique, j'allais dire scientifique, et le monde académique médical pour développer des innovations qui bon, bénéficie de la technologie qui est développée parfois dans d'autres domaines, mais qui aussi doit être adaptée vraiment aux besoins des médecins et à l'usage dans la santé qui est particulier. Donc vraiment, ces collaborations, souvent tripartites, sont importantes pour nous. Mais on a aussi un lien très fort avec en termes de recrutement. Donc, par exemple, pour un groupe international, le fait d'avoir un centre en France ou à Paris en particulier, c'est en grande partie lié à ce pool, disons, de talents. On vient chercher des ingénieurs très bien formés dans le domaine, justement, aujourd'hui,
data science, de l'IA, mais aussi d'autres technologies du numérique, d'autres technologies aussi parfois plus physiques, par exemple, qui peuvent être des points forts en France, dans certaines régions de France. Donc, on vient vraiment, c'est ce qui rend aussi les sites attractifs. Donc, à la fois pour le recrutement, nous aussi, on essaie de participer en témoignant un petit peu, en participant à des cours qui sont dans les cursus des ingénieurs, pour aussi montrer la spécificité du domaine de la santé, montrer aussi en quoi ça peut être motivant, parce qu'il faut aussi attirer les étudiants ingénieurs une fois formés, qu'ils aillent plutôt dans le domaine de la santé que dans d'autres domaines. Maintenant, tout ce qui est IA et numérique, c'est très large, donc les applications et les offres sont très larges. Donc, on essaie quand même de garder les plus motivés, voilà, les plus brillants pour qu'ils viennent dans la santé et faire bénéficier voilà, à- à- au système de santé en Europe. Donc, vraiment, c'est un peu dans les deux sens. On essaie de contribuer un petit peu, mais aussi on bénéficie de cet environnement qui est très riche, de cet écosystème de formation en France qui est reconnu au niveau international. Et voilà, il faut que ça continue à être bien connecté aux demandes des industriels, mais aujourd'hui, c'est un des points forts quand même. Merci beaucoup pour ces quelques, ces quelques réponses. Une dernière petite question. Euh, donc aujourd'hui, la santé 4.0, certes, elle se développe, mais elle fait face aussi à de nombreuses réglementations. Est-ce qu'elles sont un poids pour atteindre de nouveaux objectifs? Ces réglementations sont-elles vraiment différentes de la Chine, des États-Unis? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette partie? Alors, c'est une bonne question qui revient souvent, surtout quand on compare les pays. Donc, dans un groupe international, on, on doit travailler avec des données qui viennent de différents pays pour avoir des produits qui sont disponibles sur différents marchés. Et en effet, on voit des différences à la fois dans les contraintes qui sont imposées pour disons, la collecte et l'utilisation des données, et aussi les contraintes réglementaires pour la mise sur le marché des produits qui vont être différents pour un marquage CE ou un marquage de la FDA ou en Chine aujourd'hui qui devient aussi un gros marché. Donc, on voit les différences, mais c'est pas aussi, disons, on peut pas dire qu'il y ait un endroit qui soit vraiment beaucoup plus favorable. C'est vrai qu'en Europe, on a un contexte plus réglementé sur l'accès aux données et le côté privacy, donc le RGPD, et bientôt le AI Act aussi, qui va ajouter d'autres règles pour le développement des algorithmes d'IA. Mais bon, d'une part, c'est un peu une question de valeur en Europe versus les États-Unis. On peut avoir des valeurs différentes et en tant que citoyen et patient, on a aussi envie d'être protégé. Donc ça, c'est déjà une bonne chose que les données soient protégées et soit justement que les produits qui soient développés soient de bonne qualité, sans trop de biais, voilà, sans dérives qui peuvent être faites si on utilise mal les données. Donc ça, c'est rassurant en tant que citoyen. En tant qu'entreprise, évidemment, parfois, on aimerait aller plus vite. Donc, voilà, on essaie de trouver le bon compromis, mais ce qu'il y a en France aussi, c'est une bonne collaboration entre, par exemple, je parlais des hôpitaux et des universités et les industriels, ce qui permet quand même d'avoir un accès à des données de bonne qualité, avec aussi l'expertise médicale associée. Et ça, c'est quand même très important pour faire des solutions d'IA dans la santé. Je pense que c'est un domaine qui est quand même assez différent de l'IA qu'on peut avoir, je sais pas, dans les réseaux sociaux ou pour d'autres systèmes qui évoluent très vite, qui ont beaucoup de données, où la qualité, disons la quantité remplace la qualité. Et pour la santé, il faut vraiment des données de qualité. Et si on compare par exemple aux États-Unis, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des données, mais elles vont être peut-être en grande quantité. Mais dès qu'on veut l'expertise des médecins, dès qu'on veut avoir accès aux données, ça devient par exemple très coûteux, ou alors ça prend aussi du temps. Il faut avoir des contrats en place de toute façon. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est vrai, c'est que c'est un marché plus grand. Donc, parfois, les startups font plus l'effort pour les États-Unis. Ils ont accès d'abord à un marché très grand. Tandis qu'en Europe, même une fois qu'on a un marquage européen, il y a encore des disparités par pays, des systèmes de remboursement, des systèmes même de langue qui vont être différents. Donc, il faut adapter son outil aux différents pays. Donc, ça peut être un frein. Mais d'un point de vue réglementaire, je pense que ce n'est pas le principal frein. C'est après plus sur la mise sur le marché. Et en Chine, c'est encore différent. Ça peut paraître rapide, mais ils ont récemment, depuis quelques années maintenant, beaucoup plus fermé leur marché. Donc, on est un peu obligé de faire du développement localement. Et on est aussi obligé de travailler avec des données chinoises qui ne sortent pas du pays. Donc,
Donc, ça va créer parfois des solutions qui vont être un peu différentes en Chine et dans les autres régions. Donc, donc voilà, ça ferme aussi un petit peu le marché dans l'autre sens. Et le fait qu'en Europe, on ait des réglementations, ça permet aussi, je fais partie de ceux qui pensent que les normes ou les réglementations, ça peut aussi devenir un avantage compétitif une fois qu'on les, voilà, qu'on les accepte et qu'on les, euh, qu'on les prend vraiment en compte par rapport à d'autres produits qui pourraient développer plus vite, mais avec une moins bonne qualité. Et qualité, c'est aussi vrai pour le numérique, aussi bien que pour des appareils physiques qu'on connaît habituellement. Donc, la qualité numérique, c'est vraiment la qualité des données, c'est la qualité, la sécurité des données, c'est la façon dont elles sont utilisées. Donc, tout ça, d'avoir des meilleurs produits grâce aux réglementations, ça donne aussi un avantage compétitif. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Villain. Je laisse maintenant la parole à Inès pour interroger notre dernière invitée. Merci, Emma. Alors, pour la suite, nous allons accueillir Monsieur Guillaume Faki. Monsieur Guillaume, vous êtes le fondateur et directeur général de l'entreprise Open Care Lab et où vous avez dit aborder la santé sous un prisme multiple. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler des principales missions d'Open Care Lab? Merci beaucoup. Pour me présenter, donc, comme ça a été dit, je suis le fondateur et le PDG d'Open Care Lab, qui est une structure un peu particulière puisque c'est une société coopérative qui accompagne les projets d'innovation en santé, qui soient portés par des petites structures ou des industriels, sur un prisme particulier qui est l'usage et l'impact. Et donc notre métier, c'est de porter la voix des usagers, qu'ils soient patients, professionnels de santé ou citoyens, dans les processus d'innovation pour développer des solutions qui soient utilisables. Et je suis membre du consortium NSM 5P, dans lequel j'interviens justement sur des aspects de transdisciplinarité et d'innovation pour former les ingénieurs à travailler avec différents types de populations, puisque finalement, ils vont être en interface avec toutes les composantes des acteurs de santé. Et donc, il faut qu'ils apprennent à échanger avec eux, qu'ils apprennent à comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière les attentes des usagers, et qu'ils se créent en fait un dictionnaire commun pour pouvoir se comprendre et travailler ensemble et développer des projets, des produits qui soient les plus efficients possibles. Et c'est un des freins, effectivement, qu'on voit aujourd'hui dans le développement des projets en santé, c'est que les transformations sociétales qui a eu lieu ces 10-15 dernières années ont fait que, justement, que ce soit les patients, les professionnels de santé, ils occupent une place beaucoup plus importante euh, dans le développement de produits. Et c'est vrai que historiquement, les industriels n'avaient pas l'habitude de travailler avec ce type de population, ou en tout cas pas sur ces modes-là, mais plutôt sur des aspects de recherche quand on parle du côté PUPH. Mais ça ne représente pas la totalité des acteurs de la santé, loin de là. Et donc, il fallait trouver des réponses pour permettre à ces porteurs de projets de pouvoir travailler finalement avec ces usagers finaux. Donc, il y a cette transformation un peu d'état d'esprit, mais qu'on retrouve dans le domaine de la santé de manière générale, avec des statuts qui sont mis en place, par exemple des statuts de patients experts. On reconnaît une expertise aux patients dans le domaine de la santé. Ça, c'est un des contextes qui a changé. L'autre contexte qui a changé, c'est évidemment technologique. Le numérique a pris de l'ampleur parce qu'on a augmenté les puissances de calcul, parce qu'on a du très haut débit aujourd'hui, parce qu'on a de la capacité à stocker d'énormes données. Euh, L'arrivée de l'IA générative, enfin toutes ces briques technologiques qui avant ne rendaient pas possible certaines choses et qui ont ouvert certaines portes, ce qui pose aussi des questions, et c'est aussi l'intérêt d'impliquer les usagers dans les réflexions et dans les processus d'innovation, d'intégrer de plus en plus le côté éthique et l'impact des solutions. Donc, quand je dis impact, ça peut être de l'impact médical, sanitaire ou économique, mais aussi impact environnemental, puisque on a aussi cette notion de One Health, en bon français, santé unique, où on fait le lien entre les différentes typologies de santé, santé humaine, santé animale, santé de la planète.
Et donc l'idée est de sensibiliser les étudiants à travailler en interdisciplinarité, parce qu'ils vont être aussi amenés à discuter avec des financeurs, ils vont être amenés à discuter avec des professionnels de santé, des patients, des ingénieurs réglementaires, des juristes, bref, tout un écosystème de personnes et qui vont être importants parce que ça va les orienter vers des développements et ça va leur amener des contraintes qu'ils vont devoir intégrer dans leur développement. Et donc, il y a un renforcement, au-delà des compétences techniques, il y a un renforcement de la connaissance du secteur et des compétences liées au secteur qui vont pour partie être des soft skills. Il faut travailler, apprendre à travailler avec de la flexibilité, de l'adaptabilité, de l'écoute, beaucoup d'écoute, pour pouvoir justement intégrer toutes ces contraintes et pouvoir les transformer ensuite en développement concret sur les produits. Et puis, on a aussi cette volonté d'aller vers une médecine qui est de plus en plus personnalisée, avec une transformation du coup aussi très industrielle qui viendra dans les 10, 15, 20 prochaines années où on va chercher, et on l'a vu avec la crise du Covid, on va chercher à avoir de la production de médicaments à proximité des malades, au lit du patient, si on peut dire comme ça, où on va pouvoir produire le bon médicament au bon moment avec le bon dosage directement au pied du patient. Et donc, ça va forcément transformer aussi les approches industrielles. Donc, il y a aussi tout ce côté-là, toute cette innovation-là qui va arriver. Mais de la même manière, il faudra travailler avec les professionnels de santé, les patients, pour pouvoir bien imaginer comment cette chaîne de production va s'inscrire dans le schéma de traitement du patient. Et pour aussi poursuivre sur le thème des collaborations stratégiques, vous êtes aussi très impliqué, comme elle nous l'a dit Madame Amitouche, plus tôt dans ce consortium du CMA. Pouvez-vous nous parler de votre ou vos contributions au sein de la formation NSM5P, ainsi que le rôle et les expertises spécifiques que vous y apportez? Bah, justement, dans la formation, comme Shafia l'a présenté, on va avoir des approches qui sont quand même très lié à un parcours de médecine personnalisée, où on voit bien que en fait, il va y avoir beaucoup d'acteurs qui vont intervenir, beaucoup de technologies qui vont intervenir. Et moi, ce qu'on apporte avec Open Care Lab dans le consortium NMS5P, c'est deux choses. La première, c'est la capacité à travailler sur la transversalité, notamment de manière très concrète, en ayant des approches de co-conception, en créant des équipes pluridisciplinaires qui vont travailler sur des projets d'innovation et qui vont devoir travailler avec des personnes avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler, des professionnels de santé, des patients, des directions hospitalières, pour justement qu'ils puissent comprendre que bah, finalement, mon enjeu de développement technologique, il est très lié aussi aux attentes des personnes avec qui je discute et aux contraintes qui sont liées, un, au secteur, mais deux aussi aux contraintes qui sont liées à chaque établissement et à chaque territoire. Ce qui est aussi très important de prendre en compte, c'est que on ne peut pas approcher tous les usagers de la même manière à l'échelon de la personne, mais aussi à l'échelon du territoire, parce que les organisations sur les territoires ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Si on prend simplement les hôpitaux, les organisations des DSI ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, avec des organisations qui sont très diverses. Et donc, il faut créer ce dictionnaire, je reviens un peu dessus, mais créer ce dictionnaire commun pour que quand les ingénieurs parlent à un établissement, ils se comprennent. Parce que par exemple, quand on parle du réglementaire, ça parle à peu près à tout le monde, aux ingénieurs, parce que ça va être leur... alors, souvent, ils n'aiment pas en plus les affaires réglementaires, parce que c'est des gens qui viennent un peu les embêter. Mais ils vont apprendre à développer dans un cadre. Sauf que de l'autre côté, vous avez des médecins qui sont conscients que les solutions doivent avoir un marquage CE. Mais par contre, quand on leur dit que c'est un dispositif de classe 1, 2A, 2B ou 3, alors là, ça leur parle pas du tout. Et du coup, ils n'imaginent pas quelles sont les contraintes qui sont liées derrière à ces classifications. Mais de la même manière, un ingénieur, il faut qu'il comprenne comment le praticien pratique sa médecine pour voir comment ça va s'intégrer dans ses routines quotidiennes, pardon. Euh, et aujourd'hui, on a souvent des bonnes idées, typiquement des solutions en santé numérique. Sauf qu'aujourd'hui, vous demandez à... Nous, on a fait l'expérience dans un service d'obstétrique, ben, que ça soit les secrétaires médicales, les sages-femmes, les infirmières, les cliniciens,
Quand ils allument l'ordinateur, ils lancent une dizaine, une quinzaine de logiciels différents. Et donc, on a une sur-sollicitation des personnels qui finalement, oui, on développe des outils intéressants, mais comment on fait pour les intégrer dans leur parcours d'utilisation si on ne leur parle pas? Donc c'est important et c'est ça qu'on apporte dans le projet NMS 5P et aussi cette connaissance des écosystèmes qui peuvent accompagner un projet sur des pôles de compétitivité, sur des fonds d'investissement, sur du financement public, qui ne sont pas des choses a priori, qu'on enseigne, mais qui vont être très importantes, notamment quand on va travailler dans des petites structures, où ça va être un peu la base de comprendre comment fonctionne une entreprise et à quels défis elles sont confrontées. Merci beaucoup, Monsieur Faki. Je laisse Maxime avec vous pour la dernière question. Merci Inès. Toute dernière question pour vous. Quels freins vous rencontrez d'un point de vue réglementaire, éthique? Voilà, on a parlé de le besoin d'avoir des données de bonne qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au niveau des freins? Alors, c'est à la fois des freins, mais du point de vue de la personne, c'est des garanties que les choses ne sont pas risquées. Alors, on en a un peu parlé, il y a le réglementaire au sens de la réglementation européenne avec le MDR, qui impose des contraintes de développement et notamment de documenter tous les développements qu'on fait, de co-construire avec les usagers. Donc, ce que je disais tout à l'heure, cette transversalité, elle est intégrée dans les contraintes réglementaires qu'on fixe. Ils doivent démontrer l'utilisabilité de la solution, ce qu'on appelle l'aptitude à l'utilisation des dispositifs médicaux. Donc, il y a ce cadre réglementaire qui est là pour s'assurer que, un, les dispositifs médicaux ne sont pas risqués pour les patients, ce qui, en fonction du risque encouru par le patient, va demander de faire des choses différentes. Quand on est sur un classe 1, on n'est pas obligé par exemple, de passer par un organisme notifié qui va analyser le dossier technique et qui va dire, OK, votre dossier correspond, vous avez répondu à toutes les conditions, vous obtenez le marquage CE. Sur la classe 1, qui sont des classes peu risquées, c'est de l'autodéclaratif. Par contre, quand on est sur un classe 3, il va falloir faire des études cliniques pour démontrer la non-toxicité du dispositif, l'efficacité, et on va être un peu sur un processus de développement de médicaments. On va devoir prouver que le dispositif apporte des bénéfices, mais qui n'est pas risqué pour le patient. Et il y a cette notion aussi de balance risque-bénéfice qui intervient. Donc, premier point. Deuxième point, les cadres réglementaires dans lesquels vous allez devoir développer votre projet pour faire des études. Vous êtes dans un cadre d'études cliniques, souvent, ce qui veut dire que vous avez tout un ensemble de démarches à faire avant de pouvoir tester votre dispositif. Et apprendre à travailler dans ce cadre-là, ça vous permettra de vous faciliter les relations avec des hôpitaux, parce que vous allez devoir travailler avec les hôpitaux, de travailler dans le bon cadre pour que ça ne bloque pas le projet. Alors, ça prend du temps, parce que faire toutes les démarches auprès des CPP, auprès de la CNIL, auprès de la NSM, ça prend du temps. Mais une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, vous pouvez être dans un cadre confortable pour avancer votre projet et vous baser sur les résultats pour ensuite faire des revendications auprès des différentes autorités. Si vous ne respectez pas, votre étude, elle est nulle, vous avez payé pour rien, vous êtes obligé de recommencer. Et puis l'autre point, des freins éthiques. Comment on positionne une intelligence artificielle, par exemple? On pourrait imaginer des dispositifs qui vont très loin, et qui sont sur bah, typiquement, à partir de l'analyse des antécédents familiaux, du génome, on puisse faire des prédictions sur les pathologies auxquelles la personne va être soumise durant toute sa vie. Ça peut être des informations qui pourraient être utilisées, alors c'est l'exemple qu'on donne souvent, hein, par des assurances privées pour dire on vous assure pas. Est-ce qu'on veut vivre dans ce monde-là? Et donc, il y a tout ce cadre éthique aussi qui est une contrainte, qui peuvent être un frein a priori, mais qui garantit à l'usager et à la société qu'on n'a pas de dérive vers une société qu'on ne veut pas. Dernier point, enfin deux points encore, l'accès aux données. Aujourd'hui, l'accès aux données est quand même très compliqué quand on est un industriel et qu'on veut accéder à de la donnée pour développer des choses. Il y a un cadre RGPD notamment qui impose des règles. Vous allez devoir discuter avec des DPO pour justement s'assurer que vous accédez aux données de la bonne manière, soit en les anonymisant, soit en les pseudonymisant. Mais il y a cette question-là, c'est-à-dire que quand on anonymise des données, on perd une grande partie de la donnée. C'est-à-dire qu'on perd 30,
30% à peu près des données qui vont être des données personnelles et qui permettent la réidentification du patient. Est-ce que ça suffit pour pouvoir entraîner un algorithme? Pas toujours. Ou de la pseudonymisation, où là, on va pseudonymiser une partie des données qui vont vous permettre d'accéder à de la donnée plus individuelle et plus importante, mais en prouvant que vous avez crypté la donnée et qu'on ne peut pas remonter aux personnes. Et donc, c'est le DPO, souvent des hôpitaux, qui va donner son avis sur la façon dont vous proposez de travailler. Le dernier et autre point sur les données, c'est que on part du principe qu'on a de la donnée existante, oui, mais souvent elle n'est pas forcément de bonne qualité et elle est très hétérogène sur le territoire. Donc il y a cette notion de qualité de la donnée qui va être aussi très importante dans les prochaines années, de pouvoir générer de la donnée de qualité qui va pouvoir être utilisée pour développer des nouveaux produits. Et le dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, il faut que les différents acteurs se créent des dictionnaires communs pour pouvoir discuter et avancer plus rapidement. Parce qu'on arrive à des situations où des fois les gens disent la même chose, mais avec des mots différents qui n'ont pas le même sens et du coup ne se comprennent pas et du coup ça fait perdre beaucoup de temps dans les projets pour faire avancer les projets. Voilà un peu les freins que j'avais identifiés et qui sont des défis pour le futur. Avec un tout dernier point, c'est le statut des ressources, notamment côté professionnel de santé et patients. Comment on valorise l'apport qu'ils peuvent avoir dans des projets. Réponse, Monsieur Faki, et pour votre intervention en général. Je laisse la parole à Martine. On va Alors, passer. nous avons également le plaisir d'accueillir avec nous Annabelle Labrune pour nous illustrer la solution donc, que Anthony Fleury nous a présentée précédemment. Bonjour Annabelle et merci à vous de pouvoir vous présenter et présenter également la société qui produit cette ceinture airbag. Bonjour, donc effectivement, je suis Annabelle Labrune, je suis responsable R&D chez Indinove. Donc Indinove, c'est la marque de IPSAS qui est l'entreprise. Donc cette entreprise, c'est une start-up marseillaise qui a été créée il y a 3 ans et demi, 4 ans maintenant et qui a développé une ceinture airbag connectée à destination des personnes âgées. Donc, le développement de ce produit, il est parti d'un constat qui est que la fracture du col de fémur est un enjeu de santé publique qui représente rien qu'en France 3,5 milliards d'euros par an. Donc cet enjeu, il se voit puisque à l'heure actuelle, on a 1,5 million de personnes dépendantes en France. Et parmi toutes ces personnes dépendantes, on va compter 2 millions de chutes par an, dont parmi ces chutes, 80 000 vont conduire à une fracture du col du fémur. Donc ces 80 000 fractures, elles sont pas sans conséquences puisque on observe chez les personnes âgées pour 100% d'entre elles des hospitalisations. Pour 30% d'entre elles, on va avoir le décès dans l'année qui suit la fracture. Et pour 50% d'entre elles, une vraie perte d'autonomie. Donc, c'est pour ça que ma société a créé une ceinture airbag connectée à destination de ces personnes. Donc, cette ceinture, comment elle marche? Donc, à l'intérieur, on va avoir un algorithme d'intelligence artificielle qui va venir enregistrer les mouvements de la personne et dès qu'une chute va être détectée, on va venir déployer un airbag, ce qui va permettre d'amortir l'impact et de protéger de la fracture. Et en plus de tout ça, on a une application et cette application, elle va nous servir à envoyer derrière une alerte aux proches et aux soignants pour que la personne ne reste pas au sol et soit secourue. Donc ce produit, c'est un dispositif médical, ce qui impose effectivement un certain nombre de certifications et de validation des performances. Et comment il fonctionne? Donc comme je vous le disais, au tout début, on va avoir la prédétection de la chute via l'IA qui est embarquée. Ensuite, en moins de 200 millisecondes, on va avoir le déploiement de l'airbag, ce qui permet au moment de l'impact au sol de protéger et après d'envoyer une notification. Alors, vous allez peut-être un petit peu nous expliquer le fonctionnement un peu dans le détail de cette ceinture. Alors, cette ceinture, dans le détail, elle est composée d'un certain nombre de technologies qui ont toutes été développées en interne à l'entreprise. Donc, on va avoir des technologies plutôt hardware qui vont concerner donc le développement des générateurs de gaz qui vont permettre de venir gonfler les airbags. Donc, par ceinture, on a 2 générateurs de gaz et 2 airbags, donc de chaque côté, et on déploie uniquement du côté de la chute.
Après, on a eu tout un développement du côté de plutôt de la partie textile, parce que notre volonté, c'était d'avoir une ceinture la plus ergonomique possible et qui ressemble le plus à une ceinture pour pas que ce soit stigmatisant pour les personnes âgées et que celle-ci ait vraiment envie de la porter. On a eu un développement aussi au niveau de la boucle, et c'est cette boucle qui contient toute l'intelligence du produit. Donc, à l'intérieur, on va trouver une carte électronique, et sur cette carte électronique, on va avoir toute la partie donc logiciel embarqué, et surtout tous les algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de détecter cette chute et de venir protéger. Et puis après, avec ça, on a donc un dispositif qui est l'application mobile qui permet de rentrer les contacts donc à prévenir en cas de chute. Et donc, sur ce produit, le cœur du produit, c'est vraiment toute la partie intelligence artificielle. Donc, pour vous présenter la façon dont le produit et surtout dont cet algorithme a été développé, vous trouverez sur cette slide donc tout le processus de développement. Donc, ce processus, il passe forcément par toute une phase d'acquisition des données de mouvement. Donc, pour réaliser toute cette acquisition, on a dû faire à la fois des acquisitions pardon, supervisées et non supervisées. On a fait des récoltes de données donc à la fois en interne parce que effectivement c'est assez compliqué, c'est un challenge d'avoir des chutes de personnes âgées. Et on a fait aussi une récolte de données dans différents EHPAD de la région pour avoir des mouvements vraiment représentatifs de notre public cible. Et dans tous ces mouvements, donc on a deux parties. On a ce qu'on appelle les ADL, qui sont les activités du quotidien, donc quand les personnes marchent, vont s'asseoir, etc. Et on a toute la partie chute, donc qui concerne à la fois des chutes assez rapides et ce qu'on appelle des chutes molles. C'est un petit peu comme si la personne faisait un malaise, c'est des chutes vraiment très lentes. Donc une fois qu'on a récolté toutes ces données, sachant que c'est un processus continu qu'on poursuit au fur et à mesure et qu'on continue en même temps qu'on commercialise notre produit, une fois qu'on a tout ça, on peut mettre en place le modèle. Donc pour la mise en place du modèle, ça passe par plusieurs phases. Donc déjà, on a un traitement de toutes ces données qui va consister à les visualiser, à les étiqueter. Donc pour l'étiquetage, on va faire ce que vous pouvez voir sur ce signal. Donc ça, c'est un signal de chute. On va venir étiqueter donc l'activité normale, la pré-chute qui est la zone dans laquelle on va pouvoir dire à la ceinture, pendant cette zone-là, tu as le droit de déployer l'airbag. Ensuite, l'impact, donc le moment où la personne est au sol. Et on étiquette aussi la pré-chute parce que si jamais on n'a pas réussi à détecter la pré-chute et donc à déployer l'airbag, avec l'impact et cette après-chute, on est quand même capable de savoir que la personne est tombée et de prévenir même si on ne protège pas. Donc tout cet étiquetage est fait pour après permettre à l'algorithme d'apprendre dessus. Donc ensuite, une fois qu'on a fait l'étiquetage, on va faire tout un calcul et une sélection de features. Donc ces features, ça va être toutes les caractéristiques qui vont nous permettre, une fois calculées, de dire si ce mouvement est une ADL ou est-ce que c'est une chute. Et à partir de ça, on va lancer toute la partie modèle de machine learning, donc sélection et augmentation des données pour en avoir effectivement suffisamment pour entraîner le modèle, ajuster les paramètres et puis après lancer les entraînements. Donc à la fin de cette phase, on va avoir un certain nombre de modèles et après on va passer dans la partie évaluation. Donc l'évaluation, on va prendre tous les modèles qu'on a générés et qui ont des performances qui nous paraissent suffisantes. Et là, on va les tester. Donc, on va les tester dans un premier temps sur des datasets qu'on a en interne. On va aller vérifier que les chutes sont bien des chutes, les ADL sont bien des ADL, et optimiser ainsi le modèle. Une fois que cette partie-là est validée, on va passer le modèle en embarqué. Donc là, c'est là où on a un challenge parce qu'on a une toute petite carte électronique et il faut que les modèles soient suffisamment petits pour pouvoir entrer et pouvoir tourner dessus surtout. Donc là, on va avoir la phase de passage du modèle en embarqué. Et suite à ça, on va commencer donc les évaluations en réel. Donc comme je disais, à la fois sur des personnes de l'entreprise qui vont avoir des mouvements plus dynamiques et sur des personnes âgées, donc en EHPAD qui est notre population cible. Et ensuite, on va récupérer toutes les données anormales. Donc s'il y a eu des faux positifs, par exemple des mouvements qui vont déclencher alors que ça aurait pas dû, ou des faux négatifs, donc des chutes où l'airbag ne s'est pas déployé alors qu'il aurait dû. Et une fois qu'on a récupéré toutes ces données-là, c'est un processus cyclique où on repart de la partie traitement des données et ainsi de suite pour continuer d'améliorer au fur et à mesure notre algorithme. Et donc, comment cela fonctionne en réel? Donc, en réel, on va avoir la ceinture avec le modèle en embarqué. On va faire toute l'acquisition des données, donc via un accéléromètre et un gyroscope. Ensuite, sur le microcontrôleur, on va traiter ces données.
On va faire appel à l'algorithme et si celui-ci détecte une chute, là, on va envoyer le signal de déploiement des airbags. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke toutes ces données sur une carte SD qui est dans la ceinture. Et toutes ces données nous sont envoyées en interne pour pouvoir après consolider notre base de données et toujours améliorer en continu notre modèle. Et donc, les deux challenges par rapport à ça, c'est vraiment qu'on a une faible proportion de mouvements de chute des personnes âgées parce que c'est assez difficile à capturer comme mouvement et de déployer donc ce modèle en embarqué. Voilà la technologie centrale du produit. Bah, effectivement, c'est très élaboré et puis c'est un outil, je pense, qui peut servir massivement toute une catégorie de population, un cible hein, que vous avez mentionné pour faire de la prévention. Avec ce que vous avez développé à travers ce produit, quelles sont les perspectives de développement pour votre entreprise? Alors, nos perspectives de développement, donc à l'heure actuelle, comme je vous le disais, on a la ceinture avec une application. Grâce à cette ceinture, on récupère un grand nombre de quantités de données de mouvement de personnes âgées. Et nous, notre objectif maintenant, ça va être de s'orienter plutôt sur la prévention plutôt que sur la protection. Donc, c'est arriver en amont à réussir à détecter que les personnes ont par exemple une perte d'autonomie, des déséquilibres, etc. Pour après, derrière, mettre en place des actions de rééducation. Ça va pouvoir être avec les kinés, avec les médecins, etc. Donc là, on va vraiment venir travailler sur ce risque de dépendance et de perte de mobilité par rapport à toutes les données qui sont récoltées. Donc, pour vous donner quelques exemples, ce sur quoi on travaille, par exemple, ça va être l'évaluation de la marche, parce que tous les paramètres qu'on va pouvoir calculer sur la marche sont particulièrement représentatifs de l'état de santé d'une personne âgée. Et ces paramètres peuvent très rapidement venir nous dire aussi si une dégradation est visible et si des actions sont à mettre en place. Et l'avantage qu'on a avec notre produit, c'est qu'il est porté en continu, ce qui permet d'avoir une évaluation tout au cours de la vie de la personne, contrairement à une évaluation ponctuelle via des tests qui sont faits chez les médecins. On va venir aussi étudier tout ce qui va être l'inclinaison, les suivis des transitions posturales et l'évaluation de l'équilibre statique. Donc, pour analyser déjà le risque de chute, mais aussi pourquoi pas aller plus loin et être capable de prédétecter donc une perte de mobilité et peut-être dans un futur aussi des pathologies associées type Parkinson, Alzheimer. Il y a certains marqueurs qui peuvent être visibles de cette façon-là. Donc c'est vers là que se dirige l'entreprise, c'est vraiment toute cette prévention et basée sur tous les mouvements qu'on va pouvoir récupérer via la ceinture. Et puis après, il va y avoir des développements futurs à partir de cette ceinture qui vont consister donc à rajouter davantage de capteurs parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule centrale inertielle, mais aussi à ajouter différents services, par exemple via un micro en haut-parleur, ce qui permettra à la personne de communiquer directement via sa ceinture, ou même par exemple un GPS qui permettra de localiser la personne en cas de chute. Il y a pas mal de perspectives d'évolution sur ce produit. Donc des beaux et stimulants développements à venir pour être effectivement très en pointe sur ce secteur de la santé du futur. Merci beaucoup Annabelle pour cette présentation complète. Et si nos auditeurs veulent aller un petit peu plus loin, eh bien, on pourra effectivement vous les adresser. En tout cas, ils pourront vous retrouver pour aller un petit peu chercher plus d'informations s'ils le souhaitent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Hola Martine, on va passer aux questions des internautes. Merci beaucoup, Maxime. Et effectivement, voici venu le temps pour nous de passer aux différentes questions. Alors, Merci. nous en avons plusieurs. La première, donc, comment la collaboration entre les secteurs industriels et médicaux peut-elle accélérer l'innovation en matière de santé? Oui. On en revient sur cette transdisciplinarité parce que les besoins, c'est les professionnels de santé et les patients qui les ont en réalité sur le terrain ou les établissements. Et donc, s'il n'y a pas un lien fort entre industriel et hôpital ou professionnel de santé, c'est très difficile de répondre aux besoins concrets du terrain. Donc, il y a ce besoin-là en respectant un cadre de transparence parce que là aussi, on peut avoir des problématiques de conflit d'intérêts. Et donc, il faut qu'il y ait un cadre qui soit bien posé, qui garantisse qu'il y a une autonomie, enfin, en tout cas une transparence entre les professionnels de santé et l'industriel, parce que c'est vrai que du point de vue de l'usager final, on peut se dire que
bah, il a un intérêt particulier à recommander ce projet-là, puisqu'il a participé au développement de ce projet-là. Il y a un enjeu aussi pour la transformation du secteur du système de la santé. Est-ce que les industriels travaillent avec les hôpitaux et que les hôpitaux soient acteurs de cette transformation? Parce que sinon, on va la subir. Sinon, ça va être des Google, des Microsoft, Amazon qui vont venir en disant, bah, écoutez, vu l'état de votre système de santé, aujourd'hui, maintenant, c'est nous qui prenons la main, on va travailler comme ça et ça marchera comme ça. Ou alors, on a un système de santé, dont les hôpitaux, qui se saisissent du sujet et accompagnent cette transformation systémique avec les industriels, avec les territoires, pour justement ne pas arriver à subir, mais à être acteur de cette transformation et à revenir à un système qui va pouvoir répondre aux enjeux qui nous attendent, avec une pyramide des âges qui va être de plus en plus importante vers le haut, et donc forcément des patients qui vont être de plus en plus nombreux. Bah, il faut qu'on puisse avoir des organisations qui répondent aux besoins de ces populations-là. Tout à fait. Ben, alors, comment ça peut accélérer? Je pense que c'est juste. Enfin, s'il n'y a pas cette collaboration, je ne vois pas trop comment déjà ça peut être mis en place. Parce que sur le terrain, bah, il faut qu'il y ait une volonté d'intégrer des nouvelles solutions. Il faut que les gens en captent euh, les usages, qu'ils soient prêts à s'adapter et qu'ils en voient l'intérêt pour eux ou pour les patients. Donc, cette collaboration, elle est essentielle. Donc, je ne connais pas d'exemple, ou très peu d'exemples, où la nouvelle technologie était toute prête et puis sur une étagère, et puis on l'a acheté dans l'hôpital, et puis ça a fonctionné comme ça. Ça, je pense que ça ne peut pas fonctionner comme ça, ou sauf dans des cas vraiment très exceptionnels. La plupart du temps, les outils doivent être pensés, réfléchis, et surtout l'usage autour, l'organisation autour doit être réfléchie en amont avec les partenaires hospitaliers ou les acteurs de la santé. Toutes les parties prenantes, en fait, hein. Ouais, exactement. Autre question d'un internaute, comment la collecte et l'analyse des données médicales et industrielles peuvent-elles transformer les pratiques de santé? Alors, il y a énormément de travaux sur les données. Et d'une, parce qu'on est capable d'en collecter, on en collecte énormément, on crée des entrepôts de données énormes. Et il y a beaucoup d'espoir liés, alors on a eu la vague Big Data, maintenant l'intelligence artificielle, en se disant, bon, tiens, je vais juste lancer des algorithmes qui vont regarder les données et puis ils vont comprendre tout ce qui va bien ou tout ce qui va pas bien, et ça va me proposer des réorganisations, tout ça. Il y a un côté un peu magique. Euh, bon, faut, il y a deux risques. Bon, on peut avoir des espoirs qui vont être déçus parce que ça ne marche pas aussi facilement que ça. Et puis, si on apprend sur un système qui n'était pas, qui est perfectible, ben, on va apprendre des choses qui ne sont pas parfaites. Et donc, finalement, on ne va pas proposer des améliorations pertinentes. Donc, il faut que l'innovation, elle ne peut pas venir juste en regardant l'historique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi cette idée de se dire, tiens, je vais regarder dans les données. Euh, il y a beaucoup de méthodes. Parfois, on peut juste être plus parcimonieux dans l'approche pour analyser un système, un service. Ces méthodes qui nécessitent de collecter beaucoup de données. Alors, il y a des problèmes de protection de la vie privée, mais il y a aussi un impact écologique qui est non négligeable. C'est un coût énorme, ces stockages et ces algorithmes en énergie ou autre. Et donc, il y a une réflexion aussi à avoir pour se dire quel va être le bénéfice que je peux avoir. Il faut être pertinent là-dessus. Donc, il y a toute une réflexion à avoir. Il y a notamment en imagerie, il y a des progrès énormes qui ont été faits parce qu'il y a plein de traitements qu'on arrive à faire automatiquement très très bien. Donc, je ne suis pas du tout contre. Moi, j'en fais aussi de travailler sur les données. Mais il faut se méfier de dire, bon, ben, maintenant, dès qu'il y a un problème, je vais stocker plein de données, je vais balancer des algos, puis on verra bien ce qui sort. Ça, c'est un petit peu le risque que je vois. Euh, bon. Maintenant, il y a quand même toute une organisation sur les données avec le Health Data Hub où on essaye de plus ouvrir les données.
Et d'essayer de faire des ponts, parce que souvent, ce qui est difficile, c'est de croiser les différentes bases de données. On a les données PMSI, du SNDS, il y a les données de la CPAM ou autres, qui sont des sources énormes pour analyser ce qui se passe en médecine de ville, à l'hôpital. Et donc là, il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits pour ouvrir ces bases de données aux chercheurs, aux entreprises qui veulent développer des nouvelles solutions. Euh, et donc ça va dans le bon sens pour mieux comprendre le système et essayer de l'améliorer. Très bien. Merci beaucoup Thierry pour votre intervention. La deuxième question, comment la collecte et l'analyse des données médicales et industrielles peuvent-elles transformer les pratiques de santé? Alors, elles peuvent transformer les pratiques de santé. Il y a des modèles qui sont testés dans d'autres pays et en France. Euh, En fait, elles sont déjà en production dans d'autres pays et elles sont aujourd'hui expérimentées en France. C'est ce qu'on appelle des approches de responsabilité populationnelle. C'est une approche qu'on a aussi avec la filière santé numérique dont on fait partie avec un certain nombre d'autres structures. C'est une association qui regroupe des territoires, des industriels et des professionnels de santé. Et ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle, c'est de dire qu'on va faire plus de prévention, parce que la prévention, ça coûte moins cher et ça permet de réduire les coûts sur des réhospitalisations, sur des médicaments qui vont coûter cher. Pour vous donner un exemple, on prend une cohorte de diabétiques sur un territoire qu'on stratifie en fonction de la gravité de leur pathologie, et chaque strate va avoir un parcours de prise en charge particulier, en sachant qu'un niveau bas de strate va coûter moins cher qu'un niveau haut de strate. L'objectif étant de maintenir les personnes dans la strate la plus basse possible, et donc de démontrer que on génère des économies et que ça coûte moins cher au système de santé. Ça, ce n'est possible que si on a de la donnée. Donc la donnée va être un système de pilotage qui va permettre de piloter le système de santé à différents échelons, au niveau des territoires, pour la partie prise en charge, mais aussi pour déterminer quelles sont les zones sur lesquelles il faut mener des actions de promotion de santé ou de prévention primaire et secondaire, parce que c'est des territoires, des quartiers prioritaires, par exemple, qui sont plus exposés à certaines pathologies. Et donc avoir des politiques très centrées sur des zones particulières. Donc la donnée va permettre ce pilotage-là. La donnée va permettre aussi de faire des avancées en termes de recherche, parce que le fait d'avoir de la bonne donnée qualifiée sur différentes sources de données va permettre à des projets de pouvoir affiner leurs propositions, de créer des modèles et de pouvoir simuler des approches, simuler des nouveaux médicaments. La donnée va être très importante. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore tout exploité. Il y a de la donnée qui existe, mais comme je le disais, elle n'était pas forcément de la qualité nécessaire pour qu'aujourd'hui on puisse la réutiliser. Ce qui veut dire qu'on a un travail de générer de la donnée qui sera de qualité pour pouvoir entraîner potentiellement des algorithmes ou des modèles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aujourd'hui une partie de données qui n'existe pas. Toutes les données, par exemple, exposomiques, euh, c'est un champ d'investigation et de recherche qui est encore très large et qui a été peu exploité. On connaît l'exposome sous le spectre de l'environnement, l'impact de l'environnement sur la santé des personnes. On est exposé à des polluants aériens, à des polluants dans l'alimentation. Il y a des choses qui existent dessus. Mais on sait aussi que tous les facteurs socio-économiques, culturels ont une influence aussi sur la maladie et sur les comportements vis-à-vis de la santé. Et ça, aujourd'hui, c'est pas des choses sur lesquelles on a encore beaucoup investigué. Donc, il y a encore tout un champ de recherche pour pouvoir améliorer tout ça. Et l'objectif étant d'arriver à terme à des sortes de jumeaux numériques qui permettront de pouvoir je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, faire de la production de médicaments au pied du patient parce qu'on connaîtra son jumeau numérique et qu'on pourra du coup avoir le bon médicament au bon moment et le soigner de la meilleure manière possible. Tout à Ce qui fait. n'empêche pas, et je reviens sur ce côté éthique sociétal, c'est pas parce qu'on travaille sur de la donnée qu'on crée des jumeaux numériques
à l'échelle d'un individu, mais il y a aussi des initiatives de jumeaux numériques territoriaux, dans l'idée aussi de pouvoir faire du pilotage territorial de santé publique, qu'on va retirer l'humain du système. Au contraire, aujourd'hui, un des enjeux, c'est plus la technologie, c'est des facteurs humains qui est déterminant dans la réussite de la transformation. Et ce facteur-là, il faut qu'il soit aussi accompagné. D'où l'importance aussi de ce qu'on appelle les sciences molles dans l'apport, dans la création de données aussi de qualité. Donc voilà, pour moi, c'est ces enjeux-là autour de la donnée aujourd'hui et dans les prochaines années. Très bien, bah, ce sera une très bonne conclusion, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Et puis, voilà, nous passons tout de suite à une autre séquence. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Nous sommes donc arrivés au terme de ce live. Merci encore à tous les participants, aux étudiants pour tous ces échanges vraiment très intéressants et qui concernent en tout cas une autre manière de comprendre comment les transformations de la santé du futur sont d'ores et déjà à l'œuvre. Voilà, donc avant de conclure ce live, je vous rappelle également et vous donne surtout rendez-vous pour notre prochain numéro le 23 octobre prochain. Et là, nous nous intéresserons à l'inclusion dans l'industrie avec ce sujet vers une entreprise inclusive, stratégie de gestion du handicap dans l'industrie, simplement pour là apporter quelques, on va dire, solutions, quelques propositions en tout cas, pour embaucher plus des personnes en situation de handicap, puisqu'on le sait, le secteur industriel connaît actuellement de fortes tensions sur l'emploi et on ne pense pas forcément à eh bien, utiliser les compétences des personnes en situation de handicap alors qu'elles pourraient tout à fait répondre à certains besoins. Voilà, alors n'hésitez pas à nous rejoindre le 23 octobre prochain. Pour cela, rendez-vous sur notre site tmt.fr et sur la page de ces lives pour vous inscrire. Voilà, un replay est donc aussi disponible très prochainement. Merci beaucoup à toutes et à toutes et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.